Bonjour à tous, bienvenue sur la page Medoucam. Aujourd'hui, nous plongeons dans les eaux parfois troubles de l'histoire en rencontrant une des figures les plus emblématiques de la révolution haïtienne. J'ai nommé Monsieur Toussaint Louverture. Alors que l'histoire nous a toujours présenté Toussaint Louverture comme un héros libérateur, notre objectif aujourd'hui est d'avoir un esprit beaucoup plus critique. Plongeons ensemble dans cette aventure historique et remettons en question les récits préétablis. L'histoire de Toussaint Louverture se déroule en Haïti, la perle des Antilles, le grand marché du Nouveau Monde. Et pour cause, l'île possède plus de 700 000 esclaves en 1789 et représente 2/3 des intérêts commerciaux de la France à cette époque. Il y a peu d'informations sur la vie de Toussaint Louverture avant la Révolution haïtienne. Selon les mémoires de son fils Isaac, il serait né le 1er mai 1740. D'autres disent le 20 mai 1743. Selon la tradition orale, le père de Toussaint Louverture serait Gao Guinou, un roi d'une nation guerrière, les Aladas, présent au Bénin. François-Dominique Abreda est l'aîné de 5 enfants. Il avait 2 frères et 2 sœurs. Ses parents, Hippolyte et Pauline, étaient eux aussi esclaves sur l'habitation Abreda, en haut du Cap. Son nom d'esclave est Toussaint Abreda pour bien marquer son appartenance à l'habitation Breda, en tant que bien meuble comme le voulait le Code noir. En effet, cette habitation appartenait au comte Pantaléon de Breda, un officier de marine qui venait du sud-ouest de la France. Sur l'habitation, Toussaint est gardien de bêtes. Il est ensuite fait cocher par son maître, qui est un économe sur l'habitation. Son maître était Antoine François Bayon de Liberta. L'économe est l'homme de loi de l'habitation. Bayon est un colon français installé à Saint-Domingue depuis 1749. Toussaint devient son bras droit et agit en son nom. Il a le droit de parcourir la colonie tout entière pour rendre service à son maître. Même si la lettre d'affranchissement de Toussaint Louverture n'a jamais été retrouvée, ça aurait été son maître, le Bayon de Liberta, qui l'aurait affranchi. Dès son plus jeune âge, comme tout esclave, il est exposé à la religion catholique, apostolique et romaine. Il est même assistant des jésuites. Son parrain, Pierre-Baptiste, lui a appris à lire et à écrire. Ce serait lui qui lui aurait aussi présenté celle qui sera sa future femme, Suzanne. Ils eurent 2 enfants, Isaac en 1786 et Saint-Jean en 1791. Placide était le fils de Suzanne qu'elle avait déjà eu lors d'une première union. Des recherches récentes montrent que Toussaint aurait aussi été marié précédemment à l'âge de 20 ans à une femme libre noire. Du nom de Cécile, il lui aurait donné un premier enfant qui portait le même prénom que lui, Toussaint. Mais celui-ci serait mort très jeune en 1761. Toussaint Louverture affirmait vers la fin de sa vie avoir eu 16 enfants. Toussaint devint rapidement un intermédiaire entre les esclaves et la hiérarchie esclavagiste. Toussaint aurait cultivé à son compte et aurait lui-même détenu des esclaves sur l'habitation Osreda. Nous pouvons déjà noter un certain paradoxe avec la lutte qu'il mènera après contre l'esclavage. Nous savons qu'en France, en 1789, c'est la Révolution française. Mais en Haïti, les droits de l'homme de 1789 sont rejetés par l'Assemblée coloniale. Nous avons précédemment parlé de la Société des Amis des Noirs dans une vidéo qui s'intitule Kounia Maman Chelcher. N'hésitez pas à aller la regarder pour avoir des informations complémentaires. C'est une association maçonnique fondée en 1788 dans laquelle nous retrouvons Victor Chelcher, Lafayette, Mirabeau, Condorcet, Brissot, Jérôme Pétion de Villeneuve, l'abbé Grégoire, l'abbé Sieyès. C'est une société maçonnique qui se dit anti-esclavagiste. En 1790, à Saint-Domingue, il y a une insurrection. Des milliers d'esclaves commencent une révolution. Les plantations sont ravagées par les flammes. Des centaines de Blancs sont massacrés ou faits prisonniers. Fin août, l'armée rebelle compte 10 000 combattants. À la fin de l'année,
Il contrôlait la plus grande partie du nord et de l'est de la colonie, jusqu'à la frontière de Santo Domingo. En 1791, c'est la seconde grande insurrection, lancée après 2 rassemblements. Le premier le 14 août et la cérémonie du bois caïman, dans la nuit du 14 au 15 août 1791. C'est un rite de régénération spirituelle guerrier, une cérémonie du Bénin. Toussaint, lui, n'aurait pas pris part à cette révolution. Toussaint sauve la femme de son ancien maître Bayon de Liberta et la fait escorter par son frère, Paul Louverture, jusqu'au Cap. Dans la nuit du 22 au 23 août 1791, les habitations de la plaine du Nord s'embrasent. C'est la seconde insurrection. En décembre 1791, Toussaint écrit une lettre à l'Assemblée coloniale dans laquelle les rebelles s'engagent à remettre les esclaves au travail en échange d'une amnistie pour les officiers supérieurs de l'insurrection. Mais ces termes ne sont pas acceptés. La France devient une république et les commissaires du nouveau régime arrivent à Saint-Domingue. Le 20 août 1793, le commissaire Santonax arrive à Saint-Domingue. Il est envoyé par le gouvernement de la France révolutionnaire à Saint-Domingue pour proclamer la liberté des esclaves haïtiens. 3 semaines après l'acte de Santonax, les Anglais débarquent à Saint-Domingue avec l'idée de rétablir l'esclavage. La République est proclamée en Haïti en 1792. L'Angleterre l'emporte au printemps 1794. C'est la chute de la République et le retour du système esclavagiste. Toussaint apparaît à ce moment à la tête de 4000 soldats noirs prêts à donner leur service à la République et à sa notion de liberté. Le nom de Louverture apparaît le 29 août 1793 dans la proclamation du camp Turel, où il promet de respecter les droits et les biens des propriétaires blancs qui accepteront de travailler avec lui et demande aux métis de ne pas former de partis séparés. Il parle des ténèbres qui aveuglent ses ennemis et de la lumière qu'il cherche à leur apporter. Lorsque l'on connaît le vocabulaire maçonnique, on sait très bien qu'ici, nous avons un discours qui est teinté de la réflexion philosophique maçonne. En 1793, l'Espagne fait la guerre à la France et veut envahir Saint-Domingue. Toussaint est envoyé prendre contact avec eux dès les premiers mois de 1793. L'Espagne lui propose des termes favorables pour ses officiers. Toussaint se met sous la protection du roi d'Espagne. Toussaint devint alors général de l'armée auxiliaire du roi d'Espagne et commande 4000 hommes. Les liens entre Toussaint et la couronne espagnole s'étiolent fin 1794. La famille de Toussaint est assignée à résidence et son neveu est enfermé. Lorsque Santonax abolit l'esclavage, Toussaint se met du côté de la France et combat espagnol et anglais. Le 4 février 1794, l'Assemblée de la Convention vote le décret de l'abolition de l'esclavage, quelques mois après la proclamation de la liberté générale à Saint-Domingue. Toussaint rejoint le camp républicain à la mi-1794. Il enrôle une bande de nègres marrons qui menaient guerre contre les colons dans le nord, dans les montagnes de la partie espagnole de l'île. L'Espagne signe un traité de paix avec la France en juillet 1795. C'est le traité de Bâle et cède officiellement le contrôle de Santo Domingo aux Français. Toussaint invite ses frères chefs de milice comme Pierre Dieudonné ou encore Noël Artaud ou des Africains comme Alaou à rejoindre la cause républicaine en parlant de la République comme de sa mère. Tous les Noirs qui s'y opposent sont pour lui des enfants égarés. De 1794 à 1796, le gouverneur de Saint-Domingue est Étienne Ménaud de Lavaux. C'est un républicain et franc-maçon. Il assiste régulièrement aux réunions de la Société des Amis des Noirs, dans laquelle ils organisent et défendent les actions de Toussaint Louverture, qui, lui, à son tour, aide le gouverneur à contenir les insurrections nègres et remettre dans le droit chemin les nègres rebelles. Lavaux lui fournit des armes et des munitions, mais aussi le code militaire, véritable bible républicaine pour la formation de ses troupes.
Toussaint fait référence à Lavaux comme un père, alors que le gouverneur a au moins 5 ans de moins que lui. Cela montre la soumission. Il se décrit comme un fils respectueux, prêt à suivre les ordres avec reconnaissance et soumission sans réserve. Toussaint enjoignait les Noirs à aimer la République. Le 6 mai, Toussaint se rallie au drapeau français. Le 23 juillet 1795, la Convention nationale nomma Toussaint au rang de général de brigade. Première distinction de la sorte pour un noir en France. Le 1er avril 1796, il est récompensé. Lavaux le nomme général de division et lieutenant au gouvernement de Saint-Domingue. Il déclare qu'il fera tout de concert avec lui dorénavant. Il appelle à l'ordre chez les Noirs, prétextant la supériorité numérique des Noirs sur les Blancs pour dire que c'est aux Noirs de maintenir l'ordre et la tranquillité. Il demande au peuple d'entendre la voix de la raison relative aux bienfaits de la France. Après le départ du gouverneur Lavaux en 1796, c'est au tour de Santonax d'être gouverneur de Saint-Domingue. Au départ, ses relations sont diplomates en public avec Toussaint. En juillet 1796, les fils de Toussaint, Placide et Isaac, embarquent pour la France grâce à Santonax, qui a écrit au ministre de la Marine, Laurent Truguet, un républicain progressiste. Notons que les loges sont dites progressistes. Ils seront par la suite traités comme otages et seront dans la flotte militaire qui vient envahir Saint-Domingue en 1802. La relation entre Santonax et Toussaint n'est pas si bonne. Santonax a des préjugés racistes. Il joue moins bien le jeu que ses autres frères républicains d'accepter une figure noire héroïque. Santonax est hostile au retour des propriétaires blancs qu'il avait fait fuir en exil, ceux qui étaient royalistes et donc opposés à la République. Or, Toussaint, lui, est pour leur retour. Toussaint invite notamment l'ancien gérant de l'habitation Bréda, le baillion de Liberta, à revenir des États-Unis, où il était exilé. Il lui fait même parvenir de l'argent et lui promet que sa propriété lui sera rendue. Il écrit au directoire un témoignage éloquent pour soutenir son retour. Il le nomme comme un gérant vertueux qui traitait avec humanité ses esclaves et fait référence à lui comme un père. Le directoire est un régime politique français en place durant la Première République du 26 août 1795 au 9 novembre 1799. Santonax entrevoit une constitution propre pour Saint-Domingue, ce que fera aussi Toussaint par la suite, mais qu'il a d'abord utilisé pour discréditer Santonax. En 1797, Santonax nomme Toussaint commandant en chef de l'armée de Saint-Domingue. C'est la même année que Santonax quitte Saint-Domingue sous la pression et les menaces de Toussaint. Au printemps, il réussit à chasser les Anglais du Mirebalais. À 54 ans, il est nommé général en chef de l'armée de Saint-Domingue en mai 1797. Bonaparte dirige le directoire de Paris et est contre les idées révolutionnaires. En 1798, le général Hédouville est envoyé comme nouveau gouverneur. Sa mission est de détruire l'autorité de Toussaint. Pour cela, il s'est servi de Rigaud, qui était commandant du Sud. Le 31 août 1798, Toussaint signe une convention qui stipule le retrait des Anglais sur l'île, contre des avantages commerciaux pour la Grande-Bretagne. Il finit par vaincre Rigaud et récupère toute la partie française de Saint-Domingue. Il unifie toute l'île sous son autorité le 27 janvier 1801 à la tête d'une armée de 25 000 hommes. Lors des premiers mois de 1801, le premier consul Bonaparte soutient Toussaint. Il le fait même capitaine général et le reconnaît comme premier agent de la République à Saint-Domingue. Il lui témoigne sa confiance en lui pour maintenir l'ordre à Saint-Domingue. Mais en mars 1801, le général noir est secrètement rayé du registre des officiers français. Le 8 juillet 1801, il proclame une constitution pour Saint-Domingue, avec une douzaine de colons qui lui sont dévoués. Ils veulent décider du régime avec l'Assemblée centrale de Saint-Domingue. Il se fait gouverneur à vie et seul lui peut nommer son successeur. La politique de Toussaint est héritière de celle des grands blancs autonomistes. Dans le gouvernement de Toussaint, il est pris le 14 mai 1801 un arrêté pour la gestion des propriétés des émigrés, c'est-à-dire les anciens colons réfugiés dans les îles espagnoles et anglaises qui reviennent maintenant que l'île est prospère.
Toussaint leur permet de revenir plus aisément en défendant leurs intérêts, préserver leurs droits sur leurs propriétés dans les colonies. Il est le seul qui promulgue les lois. Selon sa constitution, l'esclavage est à jamais aboli à Saint-Domingue. Tous les hommes y naissent, vivent et meurent libres et français. Mais elle précise en même temps que ces Français ne seront jamais libres de quitter l'habitation à laquelle ils restent attachés. L'article 14 fait du cultivateur quelqu'un d'attaché de manière immuable à une habitation. Il met en place ce que l'on appelle le servage de la glèbe. L'état d'homme obligé de cultiver un domaine au profit d'un maître, sans pouvoir ni quitter ce domaine, ni en être détaché par le maître lui-même. Le colon est encore mentionné comme père de la famille, qui serait l'habitation. Toussaint est l'outil de la vision paternaliste française et la Constitution est soumise à l'aval de la France. Il participe à la résurgence du lobby colonial en faveur des invasions et de l'esclavage. Famille de la femme de Bonaparte, Joséphine de Beauharnais, avait des intérêts considérables à Saint-Domingue, notamment plusieurs sucreries à Léogane. Après le rétablissement de l'ordre par Toussaint, Joséphine avait écrit à Toussaint en 1798 et celui-ci remit sur le champ les plantations en marche. Reconnaissante, elle recevait même Placide et Isaac chez elle pour déjeuner et dîner dans ses résidences parisiennes. Dans le but de rétablir l'esclavage et l'autorité du Code noir à Saint-Domingue, Napoléon le premier consul organise alors une flotte de 79 navires avec 22 000 hommes commandés par le général Leclerc et rentre dans la rade du Cap. Le général Victoire-Emmanuel Leclerc est le beau-frère de Bonaparte. C'est le mari de sa sœur, Paulinéa. Il a en otage les fils de Toussaint. Isaac et Placide ne retrouveront leur famille qu'en 1801, accompagnés d'une lettre aux apparences flatteuses pour Toussaint, où Bonaparte lui demande de se rendre et il aura fortune. Étant donné que Toussaint n'a pas marché avec le test de la lettre amené par ses fils, Leclerc déclare Toussaint hors la loi le 17 février 1801. Toussaint demande alors à ses soldats de se battre pour la main de la constitution qu'il avait proclamée. C'est le début de la guerre d'indépendance. Toussaint capitule le 6 mai 1802. Il dépose les armes et est assigné à résidence. Leclerc proclame la reddition de Toussaint et fait même des promesses d'amnistie qu'il rompt ensuite, sous prétexte que Toussaint voulait rallumer la guerre civile. Le général Leclerc le fait arrêter le 7 juin 1802. Leclerc tend un piège à Toussaint. Il embarque avec sa famille sur le vaisseau nommé le Héros, le 11 juillet 1802. Le nom est très symbolique et il n'y a pas de hasard. Le 7 juin 1802, il est dit que Toussaint prononça ces mots à l'instant de monter sur le navire. En me renversant, on n'a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté, mais il repoussera car ses racines sont profondes et nombreuses. Toussaint est alors transféré avec sa famille. D'abord interné à Bayonne, il est ensuite transféré au fort de Joux dans le Jura dans un cachot, avec son fidèle serviteur Mars Plaisir, dans le plus grand secret pour être interrogé. Au lieu de le poursuivre en justice, il est blessé physiquement et moralement grâce à de multiples intimidations, humiliations et brimades. Après un hiver difficile, il décède le 7 avril 1803 en raison d'une apoplexie et d'une pleuropéripneumonie. Son corps sera jeté dans la fosse commune. Le 20 mai 1802, la France restaure la traite négrière et l'esclavage en Martinique, Tobago et Sainte-Lucie, puis la Guadeloupe et la Guyane, et la partie espagnole de Saint-Domingue. Le 13 octobre 1802, Alexandre Pétion déclare la révolte en apprenant que l'esclavage a été rétabli à la Guadeloupe. À la tête d'une armée de 550 soldats, il se dirige vers le poste français le plus important du Haut-Cap, le détruit, le fait désarmer et sauve 14 canonniers, créant ainsi l'armée des indépendants. Pétion se joint aux généraux Gueffard, Clairvaux et Christophe qui décident de confier le commandement de l'insurrection au dernier. En octobre 1802, Dessalines rejoint les insurgés sous la direction de Pétion. Au cours du congrès de l'Arcahaie, du 15 au 18 mai 1803, le premier drapeau haïtien, qui est un bicolore bleu et rouge, a été créé lors de ce congrès
et a été inspiré du drapeau français. Le 19 novembre 1803, Rochambeau, accompagné d'Henri Christophe, dirige l'armée des autochtones et ordonne la capitulation du Cap, après la défaite des 2000 rescapés du corps expéditionnaire français décimé par la fièvre jaune face à plus de 20 000 insurgés à la bataille de Vertières. Rochambeau abandonne ses positions et parvient à négocier l'évacuation de l'île dans un délai de 10 jours. Suite au départ des Français, Dessalines restitue le nom d'Haïti à Saint-Domingue et annonce l'indépendance et la République aux Gonaïves le 1er janvier 1804. En février de la même année, il donne l'ordre de tuer les restants blancs et les métis à l'exception des prêtres, médecins et techniciens. Il y a un rapport clair entre la maçonnerie et la Révolution française, tout comme il y a un rapport évident entre la maçonnerie et la Révolution dite haïtienne. Le maçon a pour but de réunir ce qui est épars, et c'est exactement ce qu'a fait Toussaint Louverture. L'idéologie raciste de l'époque ne permettait pas de dire officiellement qu'un noir rentrait dans la franc-maçonnerie. Alors si nous n'allons pas pouvoir affirmer avec certitude qu'il a été maçon, son discours, son vocabulaire, son engagement républicain ont fait une figure qui porta le projet maçonnique dans tous les cas. Si Toussaint signe avec les 3 points qui sont un symbole maçonnique, il a de nombreuses amitiés et soutiens parmi les figures dites progressistes qui en fait sont des francs-maçons. Tout pousse à croire que Toussaint Louverture était un maçon. Il y a des loges maçonniques en Haïti depuis 1740. Elles ont été introduites en Haïti par le Grand Orient de France. Paul Louverture, frère de Toussaint, est officiellement un initié franc-maçon. Charles Belair, le neveu de Toussaint, l'était aussi. Jean-Pierre Boyer, commandant des élites mulâtres contre Toussaint, était un franc-maçon. Ceux qui ont écrit l'acte d'indépendance d'Haïti, tout d'abord Charles Héron, puis réécrit par Bois-Lantonnerre, sont des francs-maçons. Edmond Magnier, proche de Toussaint, Guy-Joseph Bonnet et Dupuis, signataires de l'acte d'indépendance d'Haïti, sont francs-maçons. D'ailleurs, un bon nombre de présidents du monde, mais là on va rester sur le cas d'Haïti, ils sont francs-maçons. Notamment l'un d'entre eux que l'on connaît, c'est Joseph Martelly. Michel Joseph Martelly, c'est le 56e président d'Haïti. Il a été élu le 21 avril 2011, avec une élection favorisée par les États-Unis. C'est un franc-maçon. Il a reçu ses 3 étoiles à l'Étoile d'Haïti. Le Grand Orient d'Haïti s'est ouvert sous l'égide de Jacques-Ignace Flessel, qui a décidé de réunir les maçons haïtiens depuis le 21 janvier, de proposer à tout nouveau président qui n'est pas encore franc-maçon de le devenir. Donc ce n'est pas du tout étonnant qu'il puisse répondre de la manière suivante lorsqu'on parle mondialement de la dette qu'Haïti a payée à la France. A-t-on suffisamment souligné que quand l'abolition fut acquise, et surtout une orientation particulièrement surprenante, puisqu'elle était réclamée à corps et à cri, non pas par les anciens esclaves, mais par les anciens maîtres, qui exigeaient d'être dédommagés pour la perte de la force de travail qu'ils avaient comptabilisée dans leurs écritures comme la valeur de leur cheptel. C'est sous la monarchie Charles X, 1825, qui réclama même à la jeune République d'Haïti une indemnisation d'État de 150 millions de francs or, afin d'indemniser les anciens colons qui le réclameraient. Certains ont appelé cette exigence la rançon de l'indépendance. Eh bien, quand je viendrai en Haïti, j'acquitterai à mon tour la dette que nous avons. Aujourd'hui, que la France permette à la quasi-totalité des Haïtiens d'avoir accès à l'éducation, ça vaut beaucoup plus que quel que soit le chiffre qu'on mettrait sur une dette. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Des décennies après qu'Aristide ait dit ceci. Aujourd'hui, comme du temps de l'esclavage, les puissants choisissent de maintenir les peuples noirs dans la plus cruelle servitude. Parce que l'esclavage est un crime contre l'humanité, il nous faut, premièrement, restitution, deuxièmement, réparation. 685 millions
135 571,48 $ US. Là, on a un deal pour des stylos et des cahiers, un aveu de faiblesse incroyable. Comment ne pas penser que la dette justement payée indûment a eu des conséquences sur la possibilité d'une meilleure éducation en Haïti. Donc, lorsque l'on parle d'Haïti comme pays indépendant dans les petites Antilles et qu'on agite le drapeau d'Haïti comme un épouvantail pour faire peur, on tombe dans un piège, puisqu'effectivement, Haïti est un pays dit libre, dit république, qui s'est libéré apparemment, mais s'est retrouvé en fait sous l'échiquier mondial dans une mafia économique en payant le prix de sa propre liberté. Saint-Domingue est vu comme le centre majeur des nouvelles formes de sociabilité des Lumières. À l'exception de Lamartine et Ledru-Rollin, tous les membres du gouvernement provisoire de 1848 sont des francs-maçons. Schellcher dit de lui qu'il a rendu des services éminents à la France. On sait que Schellcher est franc-maçon et fait partie de la Société des Amis des Noirs. Bonaparte, lui aussi, franc-maçon. On parle même de franc-maçonnerie napoléonienne. Le drapeau d'Haïti actuel est inspiré indéniablement du drapeau français. Il y a une vidéo qui est sortie l'année dernière lors de la commémoration de l'abolition de l'esclavage en mai 2023 qui nous permet d'appuyer notre propos aujourd'hui. C'est celui d'Emmanuel Macron, le président français, qui fait l'éloge de Toussaint Louverture en tant que représentant de la République. Libre et français, affranchi par les Lumières, né esclave, mais devenu enfant des Lumières. Plus tard, ami de l'abbé Grégoire, entouré de francs-maçons, Toussaint Louverture était l'homme de toutes les libertés, de toute la liberté. Le nom de l'abbé Grégoire revient plusieurs fois. Le mot lumière d'innombrables fois. Et l'ordre aussi. Tous ces mots font référence à la maçonnerie. Il explique bien la stratégie de réappropriation de la révolte dite créole en lutte républicaine. Toussaint Louverture avait compris que la seule insoumission était vaine. Voilà pourquoi, contre les autres chefs de la révolte des esclaves, il prit le parti de la révolution. Oui, la révolution plutôt que l'insurrection. La liberté plutôt que la destruction. L'ordre au-dessus du chaos. Après 1794, une fois obtenue l'abolition de l'esclavage, Toussaint Louverture jugea que la grande révolution, sa révolution créole, était terminée. Il devait la fixer aux principes qu'il avait commencés. Il fait une distinction entre insurrection et révolution. Nous comprenons alors que la révolution haïtienne est républicaine et non nègre. L'insurrection serait synonyme de chaos et de désordre, et la République synonyme d'ordre et de liberté. Car Toussaint Louverture fut un républicain par la pensée et par les armes. Il ne combattait la France que lorsque l'esprit de la République en était absent ou trahi, bombardé, affamé, condamné. Les soldats de Toussaint Louverture chantaient la Marseillaise face aux troupes françaises venues rétablir la servitude. Le chant de la Révolution, pour rappeler aux envahisseurs qu'ils trahissaient de manière impardonnable l'esprit de la France républicaine. Oui, Toussaint Louverture fut républicain comme chef d'armée et homme d'État. Toussaint finalement est là pour que le blanc se justifie et il ouvre en effet une période où l'homme noir est dit valorisé. Par l'éducation européenne, on dit de lui qu'il a une facilité extrême à prendre les mœurs de la civilisation. Et il répond d'une image schellcheriste. L'image du moi libre aussi. Le moi libre aussi est une figure allégorique de la libération des esclaves des colonies françaises. Elle apparaît donc dans le courant de la Révolution. Le nègre esclave auquel nous promettons la liberté se voit revêtu autrement. Bonnet phrygien, couleur bleu-blanc-rouge, sans culotte, compas. Nous savons que le compas est un symbole maçonnique. La vie de Toussaint, reconnue dans l'histoire comme premier révolutionnaire noir du dit Nouveau Monde, représente un schellcherisme. L'idée qu'il faut reconnaître la grandeur du peuple noir, mais en étant passé sous le joug de l'esclavage, il doit rester, s'éduquer auprès de l'Europe.
Pour finir, nous allons dire que la liberté proposée par la République française n'est en fait que là pour défendre ses intérêts coloniaux. Elle donne une existence politique et civile à des êtres qui restent sous le joug. L'esclave n'a pas d'autre choix que d'accepter ces conditions de liberté, non pas proposées, mais imposées. Si ces personnes ont été désignées comme nos héros, qu'elles matriculent symboliquement quelque chose. Sous quoi est matriculée la dite liberté antillaise lorsqu'on observe l'histoire de Toussaint? Qu'est-il imposé à l'homme noir dans le Nouveau Monde? Il y a comme un syndrome de Stockholm à travers ces personnages qui sont libérés par leur bourreau, puis deviennent les meilleurs représentants de leur maître. Toussaint est comme la chair à canon des idéaux républicains. L'antillanité est matriculée sous des personnes, des personnages, des héros qui ne nous servent pas véritablement en tant qu'êtres qui cherchent à politiquement s'autodéterminer. Toussaint voulait que l'homme noir soit digne de cette liberté offerte et que par la conscience de la nécessité du retour au travail, il répond à l'angoisse des colons. Il représente bien le « Why I'm not your brother », cet homme agenouillé qui demande à parcourir en fait le chemin de l'entrée dans le nouveau monde, le chemin finalement de l'apprenti maçonnique, agenouillé aussi devant l'autel. Voilà, chers spectateurs, la fin de notre plongée de l'histoire de Toussaint Louverture. Il est crucial de prendre du recul et de questionner les récits qui nous sont parvenus. Nous comprenons symboliquement ce qu'ils font du héros et du dit leader. Le héros est une forme de martyrisation. Nous avons vu la réappropriation habile d'une lutte noire par le système colonial français. Nous devons nous demander à quel point ces mouvements étaient véritablement émancipateurs. Dans le cas de Toussaint Louverture, nous constatons une ironie frappante. Un homme qui a été formé dans les cercles des francs-maçons, un homme qui a combattu au nom de la République, un homme qui est resté fidèle à ses anciens maîtres. Une illustration de la manière dont les figures historiques sont choisies et moulées pour servir des agendas spécifiques. La lutte pour l'émancipation devient ainsi un terrain complexe où les lignes entre les héros et les marionnettes du pouvoir colonial peuvent parfois s'estomper. Merci de nous avoir accompagnés dans notre exploration. N'oubliez pas de partager votre réflexion en commentaire. La famille commente, partage. Tu connais déjà sur tes différents réseaux. On est partout. Tu connais déjà la famille. Nous ensemble. Boum bam.